Augmentation des prix des denrées, la Sonagès pour soulager les familles. 6 000 francs le sac de 50 kg de maïs, une offre appréciée par les populations. Les premières boutiques ont ouvert leurs portes à Fadangourma. Constat avec nos reporters sur place. À Koudougou, c'est plutôt le manque d'eau qui fait grincer les dents. Une pénurie depuis le début de la période chaude, du jamais vu selon les habitants remontés contre l'ONEA. Plusieurs raisons sont à l'origine de la situation selon la nationale de l'eau. Une de nos équipes a effectué une immersion d'une journée au sein des populations. Vous verrez les témoignages dans quelques instants. Consolider le vivre ensemble par une confiance mutuelle, ce qu'il faut cultiver entre civils et militaires. Exercice mis en pratique à Dori en sus du dialogue entre communautés. Les détails de la rencontre en cours d'édition. L'Est du Congo en proie aux flammes du volcan Nyiragonga. L'éruption a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche. Des quartiers entiers dévastés par la lave en périphérie de Goma. Des milliers de personnes ayant fui dans la nuit étaient de retour au petit matin. 5 ont été tués lors des déplacements. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Un sac de 50 kg de maïs à 6 000 francs, une belle offre de la Sonagès aux personnes vulnérables. Une offre qui vient soulager certes, mais qui serait insuffisante à raison de la formule un sac par client. L'ouverture des magasins à Fadangourma ce 21 mai avec Amidou Lankwande et Aruna Maré. Cela fait quelques mois que Nouaga Tchambiano guette l'opération Vente de vivres Sonagès à prix social. En cette période de soudure, les prix des céréales ont connu une hausse sur la place du marché. Déplacés internes, Nouaga Tombiano a plus d'une vingtaine de bouches à nourrir. S'offrir un sac de maïs de 50 kg à 6 000 francs CFA est un acte salutaire pour Nouaga Tombiano qui souhaite néanmoins un traitement au cas par cas. J'ai 4 épouses et 21 enfants. Un sac, c'est insuffisant pour nous. Il faut plus de soutien. Par exemple, avoir la possibilité de s'acheter entre 3 à 4 sacs. Nourrir plus d'une vingtaine de personnes avec un seul sac, c'est pratiquement la ration alimentaire d'une journée. Après, on n'aura plus de farine. Qu'allons-nous faire? 2 sites sont identifiés pour cette opération. Chaque site dispose d'un stock de 40 tonnes, soit au total 80 tonnes de maïs pour les 2 sites. La Sonagès mène d'opérations de concert avec la mairie de Fadangourma qui met en garde les personnes mal intentionnées qui veulent s'enrichir sur le dos des personnes vulnérables. Nous avons beaucoup de déplacés, nous avons beaucoup de personnes vulnérables. C'est un crime de venir piller ses vivres pour s'enrichir. J'interpelle et je pense que les services compétents vont veiller à cela. C'est là que nous allons prendre en train de payer les vivres ici pour les revendre. Ils vont répondre. La vente des vivres Sonagès se déroule sur le 2 sites de 8h à 14h30 et ce jusqu'au 31 décembre à en croire l'équipe chargée de l'opération. Pendant ce temps, ce sont plus de 100 000 tonnes de céréales qui sont attendues dans le Yoba en termes de production agricole. Une campagne qui se prépare avec l'espérance d'une bonne pluviométrie. Les producteurs de Copper et Oronquois dans le sud-ouest semblent déjà prêts avec des semis enregistrés à certains endroits. La préparation de la campagne agricole avec Isia Kazabré et Lambert Soma. Accompagné des 18 membres de sa famille, Alexandre Somda est dans son exploitation de 22 hectares. Nous sommes dans le village de Bénin, dans la commune de Copper. Son exploitation présente plusieurs physionomies. On peut y apercevoir des hectares non labourés, d'autres en cours. Un peu plus loin, les semis ont été déjà faits depuis le 3 mai. C'est le mil que j'ai semé, c'est à 3 hectares que j'ai déjà fini de semer. C'est 1 hectare et demi qui est poussé. Comme il n'y avait pas la pluie, je suis en train de sarcler le mil. S'il y a la pluie, je vais continuer à semer le mil et puis le maïs et puis labourer l'arachide avec tout ça, là, labourer tout le champ pour semer. Actuellement, là, on est en sarclage. Il dispose d'un tracteur et de 3 paires de bœufs pour l'aider dans ses travaux. Il bénéficie également des conseils avisés des agents d'agriculture. Nous leur prodiguons des conseils en matière de bonnes pratiques agricoles. Voilà.
Donc nous leur montrons un peu les techniques pour avoir un bon rendement au niveau de leur exploitation. Il faut noter que le travail que le producteur a eu à mener dans les règles de l'art, puisqu'il a semé sur des lignes et les écartements sont respectés. Les activités agricoles ont également repris depuis le 11 mai dans le bas-fond risicole de Orpoun dans la commune de Oronkwa. Après les labours, l'encadreur aide les producteurs à la construction des diguettes. La base inférieure, là, nous on fait ça 60 cm. La base supérieure c'est 30. La hauteur maintenant, ça fait 25. Les diguettes qui sont perpendiculaires à l'écoulement de l'eau, ça c'est un peu plus grand par rapport aux diguettes pour caserage. Là-bas, nous on fait la base inférieure là, 80 cm. La base supérieure 40 et la hauteur là on fait 30. Mis en service depuis 1998, le bas-fond de Orpoun a une superficie de 55 hectares. Il est exploité par 2 coopératives. Nous avons 2 coopératives dans le bas-fond Orpoun. La coopérative Nyonyele regroupe 52 membres et la coopérative Sonti regroupe 76 membres. Nous visons aussi à avoir des partenaires qui puissent nous aider. Du côté de l'NPK, voilà, du matériel. Les producteurs n'attendent plus que la pluie pour se mettre au travail. Pour les responsables de l'agriculture dans le Yoba, pas d'inquiétude. Lorsque nous avons un peu fait les comparaisons pluviométriques, on se rend compte que nous sommes à 88 mm en 2 jours de pluie à Copé et à 38 mm de pluie en 2 jours pour cette campagne à Nyogo. Par rapport à la campagne passée, de 2020, nous nous rendons compte que c'est acceptable. Pour cette présente campagne, il faut noter qu'à l'heure où je vous parle, je pense qu'il y a un camion qui est en route pour venir vraiment décharger les engrais. En termes de prévision pour la présente campagne agricole, il est attendu plus de 100 000 tonnes de produits céréaliers, dont 11 000 tonnes de riz dans la province du Yoba. Parvenir à de bons rendements agricoles par une lutte efficace contre les changements climatiques et la désertification, d'où l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel de l'Union africaine. La 2e édition du dit concours en journalisme est lancée le 20 mai dernier. Les détails avec Paul David Bambara et Marguerite Douagneau. Encourager et susciter une plus grande participation des femmes journalistes au concours Prix Grande Muraille Verte, c'est l'innovation majeure pour cette 2e édition avec la mise en jeu d'un prix spécial genre. Initié par la coordination nationale de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, ce concours vise à promouvoir la production journalistique de qualité pour la sensibilisation des populations dans la récupération et la gestion durable des terres. La question de la dégradation des terres est une préoccupation au niveau mondial, et singulièrement au niveau du Burkina. Et donc, il est apparu pour nous que nous mettions l'accent sur des actions qui peuvent permettre d'inverser les tendances à la dégradation. Évidemment, pour cette activité, il y a des techniciens qui le font, mais également, il faut forcément que les médias puissent apporter une contribution immense. Et pour sa 2e édition, la compétition va respecter un certain nombre de critères du règlement intérieur. Les œuvres des journalistes sont attendues à partir du 1er juin 2021 et la proclamation des résultats prévus lors de la Journée nationale de l'arbre le 7 août prochain à Zignari. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts est aussi un mécanisme qui vise l'atténuation des changements climatiques et la promotion du développement durable. Les membres du comité régional RED+ du Centre-Ouest ont bénéficié d'un renforcement de capacité du 18 au 20 mai dernier. L'objectif est de leur permettre d'avoir une contribution avisée dans le cadre de l'évaluation environnementale en préparation. Roger Cam et Sébastien Zongo. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, en abrégé RED+, est un mécanisme qui vise l'atténuation des effets des changements climatiques et la promotion du développement durable. Avant d'entamer l'évaluation environnementale et sociale de la stratégie nationale, le secrétariat technique national met l'accent sur la formation. Il s'agit d'outiller les membres de son comité régional du Centre-Ouest pour une meilleure participation au processus d'évaluation. Le comité régional
a pour mission de mettre en œuvre la stratégie qui va amener les populations à prendre conscience de la situation et donc de participer, de s'impliquer fortement à la préservation des ressources naturelles. 3 jours de travaux en plénière qui seront consacrés à des échanges sur la base de communication liés à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. On va parler du mécanisme de gestion des plaintes, également du mécanisme de partage des bénéfices, des cas de gestion environnementale et sociale. Donc décrire en toi tous ces outils qui seront mis en place dans le cadre de la REP+, pour que les différents participants puissent comprendre ces outils. Cette rencontre va également servir de cadre pour consulter les membres du comité régional du Centre-Ouest sur l'évaluation environnementale stratégique. De l'eau pour les populations de Koudougou en manque depuis le début de la période chaude. Une situation jamais observée selon les habitants de leur courroux contre la nationale de l'eau. Cette dernière explique la situation par le manque de ressources et les travaux urbains qui endommagent ces installations. Adama Guiti et Sekou Zongo ont passé une journée avec les populations. Des bidons et des barriques en attente d'eau. Des regards hagards, des bidons sur des motocyclettes parcourant les artères. Le spectacle symbolise le désarroi des populations de la cité du Cavalier Rouge. Koudougou vit une pénurie d'eau sans précédent en cette période de forte chaleur. Nous subissons ces coupures d'eau il y a près de 20 jours. Si l'eau se coupe le matin, il faut carrément attendre la nuit. Les femmes s'engueulent et ne dorment même plus chez elles. Ce sont ces bornes fontaines qui sont devenues nos maisons. Nous sommes au secteur 3 et ici, depuis plus de 2 mois, nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau dans le robinet. La recherche de l'eau est devenue notre activité principale, de jour comme de nuit. Aussi bien nos enfants que nous-mêmes souffrons du manque d'eau à Koudougou. Sincèrement, nous sommes désespérés et ne savons plus à qui nous confier. Face à ces cris de détresse, des initiatives sont prises. Des forages privés servent gracieusement de l'eau aux populations, mais la forte demande annihile ces efforts. C'est le cas du Conseil régional du Centre-Ouest qui ouvre son forage aux populations riveraines. Nous aurions bien voulu faire mieux, mais la plus grande difficulté que nous avons, c'est que la capacité est faible. Le liquide vital se fait rare à Koudougou. Mais comment expliquer cette situation? L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA avance des explications de divers ordres. Il faut citer en premier lieu le problème du manque de ressources. Aujourd'hui à Koudougou, nous avons 3 sources d'approvisionnement pour l'eau potable de la ville. Il s'agit du fleuve Moun, il s'agit du barrage de Salbisgo et ensuite de 2 forages qui sont au niveau de la cité des forces vives à Koudougou. Au niveau du barrage de Salbisgo, le barrage de la Tari, depuis le 4 mai, nous ne pompons plus de l'eau de Salbisgo vers la station pour le traitement. Ça fait environ 120 mètres cubes. Au niveau des forages de la cité de la force vive, le débit cumulé est de 22 mètres cubes. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 15 mètres cubes. Il ne reste uniquement que le fleuve Moun. Donc aujourd'hui, pour une production qui avoisinait les 450 environ pour pouvoir servir la ville de Koudougou, nous sommes à 300 pour pouvoir desservir les mêmes populations. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement en source d'énergie. Quand il n'y a pas d'énergie électrique pour fonctionner, nous sommes obligés de retourner vers le groupe électrogène. Mais sachez que les groupes électrogènes de secours qui sont installés au niveau de nos stations ne peuvent pas prendre l'ensemble de nos équipements. Il y a aussi tout récemment les nouveaux travaux urbains qui sont là. Nous avons tenu plusieurs visites de chantiers, plusieurs réunions de chantiers avec les entreprises pour les sensibiliser sur la nécessité de faire très attention pour ne pas casser nos canalisations. Mais force est de constater que chaque jour que Dieu fait, il y a des casses qui sont constatés sur notre réseau. Conséquence, plusieurs quartiers sont totalement orphelins
des services de l'ONEA, notamment le secteur 5, où la situation est très préoccupante. Au jour où nous sommes là, ça fait un mois, une dizaine de jours qu'on n'a pas de l'eau dans nos robinets. Aujourd'hui à Koudougou, nous avons environ 17 000 abonnés que nous devons desservir. Ça, c'est ce qui est officiel au niveau de l'ONEA. Mais il faut dire, au-delà de ces 17 000 abonnés, il y a des gens qui sont dans les zones périphériques qui ont aussi besoin d'eau. Alors, nous avons entrepris des projets de restructuration du réseau pour pouvoir faire cette répartition équitable de l'eau. Les travaux sont en cours, nous n'avons pas encore terminé. Pour les zones dont vous avez parlé qui ont des difficultés d'approvisionnement, nous sommes en train de terminer actuellement un grand projet qui consiste à faire passer une grosse canalisation sous les rails à Koudougou pour pouvoir alimenter le secteur 5 de Koudougou qui est le plus durement touché. Malgré ces situations difficiles d'approvisionnement, la nationale de l'eau rassure, des travaux sont en cours et de grands projets sont en passe d'être réalisés pour soulager les populations et répondre à l'objectif zéro corvée d'eau à l'horizon 2030. Mais en attendant, les Koudougouais vont devoir user du système D et prendre leur mal en patience. Cap sur le pays de la Teranga où séjourne le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Un séjour marqué par un tête-à-tête avec les ressortissants burkinabés. Des échanges qui ont porté sur des sujets de préoccupation allant des documents administratifs à la valorisation des compétences nationales au niveau international. Les détails des échanges avec Vincent Kenobeu. Réunion de famille à la résidence du Burkina à Dakar. Des représentants de plusieurs groupes associatifs de Burkinabés sont conviés. Le ministre des Affaires étrangères chargé des Burkinabés de l'extérieur est de la partie. Alpha Barry donne des nouvelles du Faso aux compatriotes du Sénégal qui apprécient. Nous sentons une dynamique, une politique qui est mise en place pour la gestion de la diaspora et tout ça, ça nous fait énormément plaisir. Mais tout n'est pas rose. Dur de se faire établir un passeport depuis l'étranger. Le ministre est interpellé. Nous allons nous pencher véritablement sur cette question-là parce que au-delà du fait que quelqu'un puisse attendre comme ça son passeport pour juste le simple renouvellement, il y a des gens qui parfois, même pour le compléter un dossier, ont besoin d'un passeport valide et dans des délais qui font que si le passeport dure, il peut perdre l'emploi. Nous avons vu déjà des situations comme ça. Sur la question de représentation des Burkinabés de l'étranger à l'Assemblée nationale, donc on prend bonne note. C'est une question sur laquelle on réfléchit depuis quelques années. Au Sénégal, beaucoup de Burkinabés travaillent déjà dans des institutions internationales. Mais la diaspora demande davantage le concours de l'État pour faire valoir l'expertise burkinabé à l'international. J'ai fait créer au ministère des Affaires étrangères une direction qui s'appelle la direction de la promotion de l'expertise nationale depuis maintenant à peu près 3 ans. C'est une direction qui monte en puissance. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à entrer en contact avec une des quelconques directions, mais principalement la direction de la promotion de l'expertise nationale. Tour à tour, plusieurs personnes se succèdent à la tribune, y compris des étudiants, pour apprécier le dynamisme de la diplomatie burkinabé, tout en posant ce qui reste une préoccupation. Plus tôt, Alpha Barry s'était entretenu avec ce personnel diplomatique, avec à sa tête l'ambassadeur Jacob Ouedraogo, avec des félicitations de vive voix pour le dynamisme de la représentation de Dakar. Au Sénégal, il a aussi été question de télévision numérique terrestre. Le modèle sénégalais pourrait inspirer les Burkinabés selon la délégation du ministère de la Communication. Une délégation qui s'est entretenue avec les responsables de la télédiffusion sénégalaise. Christine Koulibaly. Tout savoir sur la télédiffusion sénégalaise, son cadre normatif, réglementaire et surtout sur son modèle économique, le point était inscrit à l'agenda de la visite de travail de la délégation burkinabé à Dakar. Après un exposé suivi avec intérêt, la doyenne des sociétés de diffusion ouest-africaine apprend beaucoup de TDS. Je vois qu'ils nous ont donné vraiment la perspective en termes de modèle économique et c'est vraiment l'épine dorsale des sociétés de diffusion actuellement. Il y a moins de 5 ans
que les opérateurs de diffusion ont vu le jour dans le paysage audiovisuel. Donc on est vraiment dans la recherche de l'équilibre normal pour vraiment des opérateurs de diffusion qui sont la plupart du temps des sociétés anonymes, donc qui doivent faire des bénéfices. Et quand on connaît les charges actuelles, c'est vraiment la difficulté de trouver le modèle économique idéal pour une survie réelle des opérateurs de diffusion. Pour la survie des sociétés de télédiffusion, TDS a sa stratégie. Une stratégie qui consiste à élargir ses horizons en explorant les possibilités offertes par le numérique. Puis, dans le cadre de nos échanges, il y a une question centrale qui s'articule autour des services à valeur ajoutée qui devront représenter les relais de croissance, au-delà des services primaires que nous apportons aux chaînes de télé, mais aussi aux distributeurs de contenu. Donc, dans ce cadre-là, considérant le fait que quand même il faut qu'on travaille sur des plateformes innovantes, je pense que c'est ça qui va nous permettre d'apporter une réponse dans la génération des revenus. Des revenus qui devraient garantir la pérennité de ces sociétés de diffusion et surtout leur donner une autonomie, gage de leur indépendance. Retour au Burkina avec cette question. Comment se porte le centre hospitalier universitaire régional de Waïguya? Le ministre de la Santé en quête de réponse était sur les lieux ce 21 mai. Le professeur Charlemagne Ouedraogo a aussi visité un CSPS et l'ancien site de l'hôpital, non sans évoquer les difficultés rencontrées avec les agents. Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Sawadogo. Professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé dans les locaux du CHU de Waïguya. Premier service visité, les urgences. Ici, l'ordre du jour note les difficultés du personnel. La liste des difficultés est longue, mais le docteur Edgar, chef de ce service, n'occulte rien. Nous n'avons que 8 lits d'observation. Et pour un service d'urgence, sur les 8 lits, vous n'avez que 4 bouches d'oxygène. Et malheureusement, même ces 4 bouches-là ne sont plus fonctionnelles. Nous sommes donc au niveau des services des urgences, 8 médecins, et il n'y a qu'un seul médecin spécialiste qui est un cardiologue. Alors que pour un service d'urgence, il serait quand même nécessaire qu'il y ait des médecins réanimateurs, des médecins urgentistes, en tout cas pour étoffer la qualité de la prise en charge. En plus des urgences, plusieurs autres services ont reçu le ministre Charlemagne. D'ici à juillet, le professeur s'est rendu au centre médical de Lazare et l'ancien site de l'hôpital. Après les visites, place aux échanges avec les différents acteurs. La difficulté qui perdure jusqu'à présent, que les DG successifs ont tenté de résoudre sans pour autant arriver, c'est la question de l'électricité, la question des branchements. Cette situation-là a été préjudiciable pour cet hôpital-là. Parce qu'on met chaque fois de l'argent, mais on n'arrive pas. Le professeur Charlemagne est envoyé par le premier ministre du Faso après son discours sur la situation de la nation pour voir l'état du CHU de Waïguya. Des préoccupations, le ministre de la Santé promet faire le point à son retour et travailler pour l'intérêt général des populations. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été interpellé par un député de la région sur une situation des équipements. Et Son Excellence donc nous a instruit de faire le déplacement pour nous enquérir et prendre des mesures idoines afin de corriger. Mais au-delà donc de ce que nous avons vu, nous avons constaté d'autres imperfections. Donc nous allons tirer des leçons de ça et nous allons prendre le chemin de Ouaga pour aller trouver des solutions et les interpeller afin que la responsabilité de chaque partie donc puisse être engagée. À Waïguya, le ministre de la Santé se dit satisfait des échanges et promet travailler à assainir le département de la santé et donner une nouvelle dynamique au ministère. 3 nouvelles classes et 3 logements pour enseignants à Pelektenga dans la commune de Zignaré. Une école désormais aux normes grâce à un fils de la localité avec en sus un nouveau lycée et une piste rurale. La remise officielle avec Paul-David Bambara et Bienvenue Tonsa. Pelektenga dans la commune de Zignaré. Sur ses visages se lit le soulagement. L'école primaire de Gombogo se normalise avec 3 nouvelles classes et 3 logements pour enseignants. Le village de Pelektenga bénéficie d'un lycée flambant neuf muni d'un forage. Cette piste rurale de 7 km est aménagée pour faciliter l'accès à ces infrastructures éducatives. Le tout opéré à titre gracieux par ce fils de la localité, El Hadj Boukare Ouedraogo. Être humain, c'est être responsable. J'aimerais quand même prouver ma mission sur terre, poser des actes que d'autres personnes aussi
pourront étudier ici et pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait. Raison pour laquelle j'ai eu à penser et à faire ce que vous voyez pour la population et pour le Burkina Faso. Nous sommes très heureux. Boucaré Ouedraogo est à la fois un ami et un frère. Nous demandons à Dieu de lui donner plus de force afin qu'il réalise mieux que ce qu'il vient de faire. Au nom du gouvernement, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement est présent pour saluer une action citoyenne. C'est véritablement un grand soulagement et ce soulagement, il vaut pour les populations, il vaut aussi pour le gouvernement qui pourra réorienter les investissements qui étaient prévus ici à d'autres communes et à d'autres villages. Et pour joindre l'agréable à l'utile, El Hadj Boucaré Ouedraogo prend ici l'engagement de doter chaque année ce lycée et toutes les écoles primaires de Pelektenga en fourniture scolaire. 121 millions en matériel offerts par l'Union européenne à 4 services du ministère des Finances. Le don s'inscrit dans le cadre du programme pilotage et soutien aux services du Minefid. Une remise effectuée à la faveur du lancement ce 19 mai du logiciel de gestion du fonds documentaire de l'ASE-LC. Gérard Sommet et Estelle Judith Assogba. L'Union européenne renouvelle son soutien à l'endroit du ministère de l'économie, des finances et du développement. Le chef de la délégation vient les bras chargés de matériel informatique et de communication composé entre autres d'ordinateurs de bureau, de serveurs, d'exemplaires de code général des impôts, de scanners, de tablettes et de casques. Un lot de matériel pour assurer une meilleure gestion des finances publiques au Burkina Faso. Je crois que nous avons fait aujourd'hui ensemble avec le gouvernement un grand pas pour vraiment donner la capacité, les moyens aux institutions impliquées de faire ce travail de contrôle, d'une meilleure gestion des finances publiques. Pour les bénéficiaires, ces équipements seront un grand apport dans l'exercice de leur métier. Cette 4e édition nous a permis de remettre du matériel et des documents de travail à 4 acteurs importants de la gestion des finances publiques que sont l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, et la direction générale des impôts, le secrétariat permanent du comité de politique fiscale et la direction et la DGIE. Le secrétariat permanent du comité de politique fiscale vient de commencer à travailler il y a de cela une année et je puis vous dire que qui parle de politique fiscale dans un pays parle de la gestion des données. Et c'est pour ça que ce matériel va nous permettre, à travers les 2 serveurs qui nous sont offerts aujourd'hui, de commencer à collecter et même à mettre à jour certaines données que nous avons pour mener à bien cette politique fiscale. Ce don de matériel entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques dans son volet sous-programme finances publiques au Burkina Faso. Consolider le vivre ensemble par la confiance, l'objectif du 2e symposium sur le dialogue civilo-militaire et la 4e édition des journées régionales des communautés. Ils sont organisés par le consortium Solidar Suisse et l'Union fraternelle des croyants de Dori. Des rencontres ponctuées par des débats entre civils et militaires auxquels ont pris part d'éminentes personnalités. Souleymane Kwanda et Pinedier Yanou. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que les civils de la région du Sahel, expriment ici le désir profond d'améliorer la confiance mutuelle et de raffermir le vivre ensemble autour d'un tel débat en présence du représentant du ministre de la Réconciliation nationale, des colonels de l'armée et du général Kwame Lougué. Les témoignages sur la région du Sahel, havre de paix autrefois, sont laissés à l'appréciation de la jeune génération. Un symposium couplé avec la 4e édition des journées régionales des communautés du Sahel. Nous avons au débat entendu beaucoup de gens de tous les horizons, de toutes les ethnies. Et ça, c'est une bonne chose. Nous avons apprécié surtout le défilé des communautés qui a inclus les communautés sœurs des pays voisins et même au-delà des pays voisins, au Sénégal, au Nigeria.
C'est la CEDEAO en quelque sorte qui s'est retrouvée ici. L'interaction entre les groupes sociaux, la consolidation du vivre ensemble, la cohésion sociale sont les objectifs de ces présentes journées selon le consortium UFC Dori Solidarjus. On prit part à cette 4e édition, 21 communautés vivantes au Sahel à travers des défilés et des mets traditionnels. Pour nous, c'est vraiment une belle opportunité de promouvoir ce vivre ensemble parce que c'est dans la compréhension mutuelle qu'on peut promouvoir la cohésion sociale. Donc ces 2 manifestations visent à promouvoir donc cette compréhension mutuelle sans laquelle il n'y aura pas un vivre ensemble. Renforcer la confiance mutuelle pour consolider le vivre ensemble dans la région du Sahel est le thème de ces journées. Elles sont organisées par le consortium Solidarjus UFC Dori dans le cadre du projet Dialogue inclusif pour et mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans la région du Sahel. La sécurité nationale, justement, il en a été question le 16 mai dernier à Ouagadougou. C'est à la faveur d'un panel organisé par le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. Détail avec Paul-David Wambara et Marguerite Adouaniou. Des spécialistes des questions de défense et de sécurité qui apportent leurs idées sur la problématique de la sécurité nationale, sous-régionale et internationale. L'objectif du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables CEPAFAR, c'est de contribuer à une approbation des défis de la sécurité ainsi que les attentes vis-à-vis de la population. L'un des aspects d'analyse de cette crise, c'est d'avoir une entrée analytique à partir de l'État. Pensez cette clé d'analyse comme un rapport distancié du citoyen à son administration, donc du citoyen à l'État. Donc à la fois un rapport distancié qui se manifeste non seulement par un besoin d'État. La politique de sécurité nationale, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que les conférenciers discutent. Selon le colonel-major Naba Théodore Palais, pour pallier les faiblesses des forces armées, il faut une construction de base qui est l'établissement d'un référentiel. Il faut savoir que la menace terroriste qui a émergé dans notre pays nous a révélé un certain nombre d'insuffisances de notre ordonnancement de tous les instruments de la gouvernance sécuritaire. Le Forum national sur la sécurité a donc recommandé l'écriture d'une politique de sécurité nationale et qui devrait donc avoir vocation à être un référentiel. Au sortir de ce panel, chaque participant devra être capable de cerner les synergies possibles avec les forces publiques. La cathédrale Notre-Dame de Lourdes remise à neuf, 600 millions nécessaires, 200 acquis grâce aux cotisations des fidèles et le gap comblé par un prêt bancaire. C'est dire que le chemin n'a pas été facile et c'est donc tout heureux que les fidèles ont participé à l'inauguration le 16 mai dernier. Maneka Hien et Kadou Romenki. Après quelques années de mobilisation de fonds et 8 mois environ de chantier, c'est finalement avec joie que la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ouvre ses portes à ses fidèles. Ce projet, nous l'avons nourri pendant longtemps, nous avons prié et Dieu merci, la générosité des uns et des autres mise ensemble avec des stratégies de mobilisation, nous arrivons à une demeure de Dieu parmi nous vraiment rénovée. Pour le comité de réhabilitation, le chemin n'a pas été de tout repos. 4 années de quête ont permis de collecter la somme de 215 millions de francs CFA. Or, il fallait un minimum de 400 millions de francs CFA pour commencer rien que les travaux de la toiture. Le comité s'est vu donc dans l'obligation de contracter un prêt bancaire. Avec 661 millions, on refait toute la cathédrale. Mais ne les ayant pas, et au bout de 4 ans, n'ayant pas eu au-delà de 400 millions, vous pensiez les rembourser comment? Donc il fallait trouver autre chose pour pouvoir espérer rembourser ce qu'on va emprunter. Donc ce qui fait que le chantier a dû s'élargir. On ne se limite plus à la cathédrale, mais vous avez vu aussi que tout autour, on est en train de faire des boutiques. 48 boutiques ont été construites.
avec une caution de 4 500 000 francs CFA par boutique. Des infrastructures marchandes qui, selon le cabinet en charge de la mobilisation des fonds, vont permettre d'échelonner le remboursement du prêt sur 10 ans. On avait estimé des cautions de l'ordre de 180 millions. Mais aujourd'hui, nous avons largement dépassé les 180 millions. Nous sommes à 240 millions de cautions. C'est-à-dire qu'un surplus même sur les 180 millions. Ce qui nous donne en tout cas la chance et l'opportunité de dire que sur 10 ans, tout va être remboursé. À l'endroit de tous les fidèles, je dis que la mobilisation des ressources continue. Nous avons préféré 10 ans pour que ça ne pèse de trop sur personne. Mais si nous avons la possibilité de nous libérer avant, vous comprenez que c'est ça aussi qui nous arrange. Ouf de soulagement également du point de vue sanitaire. Car selon les spécialistes en la matière, la nouvelle toiture de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ne posera plus de problèmes de santé et quelle que soit sa durée dans le temps. La toiture de la cathédrale, vu son âge, était faite en fibrociment. Alors le fibrociment, c'est une matière, lorsque ça dure 60 ans, vous imaginez, ça se transforme en produit cancérigène. Il a fallu affronter, trouver une solution uniquement au désamiantage. Je vous dis que le désamiantage nous a coûté la somme de 88 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes est intervenue en 1957 par feu Daniel Wezin Coulibaly. Elle a été inaugurée en 1961 avec comme premier archevêque feu Monseigneur André Dupont. Et à cette cérémonie de dédicace, l'Assemblée a eu une pensée pieuse à leur endroit. En sport, les finales UCBF se sont refermées par du football ce 23 mai à Tinkodogo. Dans le centre-est, l'université Nazi Boni de Bobo s'est imposée 3-0 face à son adversaire de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Les temps forts du match dans les conditions du direct avec Jérôme Tiendebego. Voilà, on va rapidement donner la composition donc, des deux formations, en commençant par l'université Nazi Boni qui reçoit. L'UCBF a connu l'engagement de 61 universités et grandes écoles pour une participation de 8000 étudiants sur l'ensemble du territoire national. Ces établissements se sont mesurés dans cette discipline que sont le football, le handball, le volley, le basketball, l'athlétisme, la lutte et le judo. Aujourd'hui, 22 mai, la lutte traditionnelle et le football ont été choisis pour fermer les Jeux et pour fermer les rideaux de cette belle semaine où la cité de Zungantenga a célébré le sport. Et attention, et c'est le but, et un but d'une grande classe, une action, une attaque placée, et à la conclusion, Maxime Compaoré, le buteur donc, de la demi-finale, qui permet donc à l'université Nazi Boni de Bobo Gulasso de prendre le dessus sur l'université Norbert Zongo. C'est d'abord en tout cas une très belle action qui a été donc conclue par je veux dire ce diable de Maxime Compaoré. Tête de Romuald Sanogo. Et c'est bien joué de la part de Sanou. Et Sanou qui slalom et qui va finir par marquer un très beau but. Ce garçon il est phénoménal. Ah oui, je vous avais dit, je dis que tout le système de jeu de l'équipe de l'université Nazi Boni repose sur ce pied gauche magique de Alexandre Sanou. Vous avez vu sur cette action, à lui tout seul, il a désaxé toute la défense. Et en quelque sorte, il a humilié toute la défense. Et voilà, pour le plaisir de nos téléspectateurs, la réalisation va proposer et on voit, c'est un travail phénoménal que ce garçon. Voilà le jeu de jambes qui met le défenseur carrément dans le vent et il va aller piquer à la Lionel Messi. Ah ben oui. On aime voir de ça s'applaudit, franchement. C'est un bijou que ce garçon vient de nous offrir. Effectivement. Au stade régional de Tinkodogo. Voilà, Jérôme Tiendebego commande avec Jean-Modeste Ouedraogo. En athlétisme, Marthe Yasmine Kouala établit un nouveau record national aux 100 mètres haies.
Hier, samedi, au championnat régional de Dakar au Sénégal, la sprinteuse burkinabé a réalisé une performance à 12 secondes 81, faisant tomber son record de 13 secondes 05 qu'elle avait réussi au Qatar le 2 octobre 2019. Marthe Kwala assure ainsi les minima qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet prochain, alors qu'elle avait déjà composté son ticket pour l'heptathlon à ce rendez-vous mondial. Et hors de chez nous, au Congo, 5 personnes ont été tuées lors de déplacements de population. Des populations qui fuyaient le volcan Nyiragonga entré en éruption dans la nuit d'hier. Les coulées de lave ont dévasté des quartiers entiers, mais la ville de Goma a été épargnée. Au lever du jour, des Congolais ont découvert des quartiers entiers dévastés par la lave en périphérie de Goma, la grande ville à l'est du pays. C'est la première éruption du volcan Nyiragonga depuis 2002. 2 coulées de magma sont descendues le long du cratère. L'une d'entre elles s'est arrêtée aux portes de Goma. Nous venons d'enregistrer la perte de presque tout un quartier. Tous les quartiers bouénés, les maisons ont été calcinées. Et c'est pour cette raison que nous demandons à toutes les autorités de la province et toutes les autorités au niveau national de venir en aide à cette population qui était d'abord frappée par l'insécurité. Vous savez que nous sommes dans un état de siège. Et voilà maintenant, nous sommes maintenant sinistrés. Plusieurs milliers de Congolais sont rentrés à Goma après avoir fui au Rwanda dans la nuit. Le dernier bilan fait état de 5 personnes tuées lors des déplacements et de plusieurs boutiques dévastées ainsi qu'une tentative d'évasion à la prison de la ville. Voilà, ainsi se referme pour moi une semaine de présentation. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous d'être restés à ma compagnie. Notre équipe vous retrouve dès demain. En attendant, Amandine Lalsaga vous donne rendez-vous pour la dernière édition à 23h. On se dit à très bientôt sur la RTV. Bonsoir.